Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vers de Terre Production. Voilà, dans ce live YouTube ce soir, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Roxane Schotz et je suis chargée de mission formation en maraîchage chez Vers de Terre depuis environ 3 ans. Et ce soir, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Charles Souillot, conseiller technique en maraîchage. Donc Charles, je te propose de commencer par te présenter. Merci Roxane, bonjour à tous. Charles Fouillot, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille avec des maraîchers bio partout en France. J'ai démarré dans les années 2000 en région parisienne avec les maraîchers bio de Ceinture Verte de Paris, avec la mise en place des premières AMAP notamment. Donc on a beaucoup travaillé la notion de fréquence d'introduction des légumes dans les paniers et de dialogue avec les AMAPiens. Puis ensuite, j'ai travaillé en Bretagne pour un groupement de producteurs bio, où là, on a plus travaillé la notion de lien entre les stratégies de production et les stratégies de commercialisation. Et depuis une dizaine d'années maintenant, donc, je suis consultant indépendant, donc j'ai plusieurs activités. Une première qui est une activité de conseil technique, donc je suis 70 maraîchères et maraîchers bio diversifiés sur l'ensemble du territoire et où on travaille la notion de stratégie d'entreprise, la notion de stratégie de production, la notion de stratégie de commercialisation. L'idée étant de les amener vers où ils souhaitent aller, c'est-à-dire voilà, une notion d'équilibre qui est différente pour chacun. Et une autre activité qui est une activité de conseil à diverses entreprises, de l'amont et de l'aval aussi, sur la création d'outils, sur la mise en place de logiciels notamment. Et enfin, une activité de formation, comme aujourd'hui, sur les stratégies de production, les stratégies de commercialisation, les stratégies logistiques aussi, les flux sur les fermes, et les stratégies d'entreprise. Voilà, vous savez tout de moi maintenant, on va pouvoir démarrer. Merci Charles. Alors justement, pour faire un petit point au niveau des formations, vous le savez peut-être, Vers de Terre Production est un organisme de formation et on organise plusieurs formations avec Charles pour cet automne-hiver. Donc je vais vous présenter très rapidement deux formations qui pourraient vous intéresser. La première s'intitule Réussir son installation en maraîchage sol vivant. C'est une formation qui voilà, constituée de différents cours échelonnés sur 5 mois, répartis en trois grandes parties. Donc, il y a une partie sur l'agronomie des sols vivants, une partie sur les techniques de production en maraîchage sol vivant et une partie sur plutôt la dimension de stratégie d'entreprise. Est-ce que vous voyez bien mon écran, Charles? Tu vois mon écran? Je vois très bien ton écran. Il y a un petit décalage, mais maintenant on le voit très bien. D'accord, parfait. Voilà, donc c'est une formation avec des cours en ligne à suivre en autonomie à votre rythme tout au long de la formation. Et puis 15 classes virtuelles, donc qui sont des temps en visio avec un formateur pour détailler un sujet, échanger avec les participants et poser toutes vos questions. Et donc Charles intervient notamment dans deux des classes virtuelles de cette formation. Et l'autre formation que je voulais vous présenter, c'est la formation qui a été voilà, conçue intégralement avec Charles, s'intitule Pérenniser votre ferme maraîchère, concevoir et piloter votre stratégie. Donc là, c'est une formation à distance également, mais plus courte, qui a pour but de vous donner les clés, les outils pour analyser votre stratégie sur votre ferme et aussi pouvoir vous projeter sur des leviers et avoir des outils très concrets pour pouvoir piloter votre stratégie, voilà, plutôt en maraîchage diversifié. Donc, ces formations, elles sont finançables selon votre profil, selon votre situation. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre les liens des pages dans le chat de YouTube, pardon. Donc, vous pourrez du coup aller les consulter. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Donc, je vous arrête le partage. Et pour ce qui est du webinaire de ce soir, on est rassemblés autour de la thématique de l'anticipation de la préparation des abris pour l'implantation des légumes d'automne. Donc, Charles a prévu une présentation qui durera environ 1 heure. Et ensuite, suite à cette présentation, on prendra un temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la discussion de YouTube, dans le chat en direct, tout au long de la présentation, voilà, pour ne pas les oublier. Et puis, on les prendra du coup à la fin de la présentation pour pouvoir y répondre. On commence à être assez nombreux, donc merci beaucoup pour votre présence. Là, on est déjà quasiment 40 sur le live. Si jamais il y avait beaucoup de questions, on essaiera de les rassembler un petit peu par thématique pour s'assurer de répondre à tous les sujets qui vous intéressent. Donc voilà pour ça. Écoute, Charles, je te donne la main et on est parti. Je te laisse partager ton écran.
Merci beaucoup, Roxane. Alors, je vais partager avec la présentation de ce soir, hop, qui devrait arriver. Tu me confirmes, Roxane, sur vos écrans. C'est bon, je la vois. C'est parfait. Donc, l'idée est de réfléchir ensemble ce soir sur la notion de gestion des implantations d'automne en maraîchage diversifié. On va y réfléchir tant au niveau stratégique, pourquoi on le fait, quel intérêt ça peut avoir sur nos structures, que technique, à savoir maintenant comment on le fait. Donc, on va d'abord envisager dans un premier temps la notion du pourquoi, pourquoi, quel intérêt, puis ensuite la notion du comment avec plusieurs étapes à chaque fois et éléments d'analyse. Donc, moi, je vous propose si vous avez des questions au fil de l'eau, de les mettre sur le chat au fil de l'eau. On les triera ensuite et à la fin de la séquence, donc après la présentation, on y répondra avec plaisir avec Roxane. Donc, pour démarrer un peu cette séquence, on va démarrer sur la notion d'enjeux stratégiques. Quels sont les enjeux stratégiques de ces implantations d'automne? Alors, très souvent, quand on parle de transition de saison, on parle souvent de la transition de saison printemps-été, hein, qui est une notion vraiment importante en maraîchage diversifié. On a très souvent tendance à sous-évaluer la capacité de production de légumes primeurs et surtout la capacité commerciale de ces légumes. Et moins souvent, on envisage la notion d'automne et de ces légumes de fin d'automne, début d'hiver, de plein hiver. Et on va voir que ces implantations d'automne vont bien au-delà de ça. Alors, pour démarrer cette analyse, euh, on va commencer à voir quels enjeux ont ces implantations d'automne. Le premier enjeu, c'est d'assurer un développement de production de légumes diversifiés sur une période, octobre, novembre, décembre, suivant les régions dans lesquelles on est, avec une diversité sous serre notamment, mais aussi en plein champ, qui va permettre de mieux appréhender la diminution des légumes d'été et la diminution des légumes frais qui pourraient être produits notamment en plein champ sur la période estivale. Donc l'idée est d'avoir une transition douce de gamme. La deuxième notion de ces implantations d'automne, ça va être de produire des légumes feuilles et des aromatiques sur une période compliquée, qui est la période de janvier-février. Alors on verra que dans certaines zones de France, c'est tout à fait possible, voire facile à mettre en œuvre. Dans d'autres, c'est beaucoup plus compliqué pour des raisons de climatologie, tout bonnement. La dernière notion, qui n'est pas si évidente que ça, hein, c'est la notion de développer une production de primeurs pour l'année suivante. Je vous donne un exemple concret, hein, qui est la pomme de terre primeur dans l'ouest de la France. On va la planter en fin d'automne, c'est-à-dire au mois de décembre, pour l'avoir le plus tôt possible dans les abris l'année suivante. Donc, cette notion d'introduction de culture d'automne peut aussi impliquer des récoltes sur la saison suivante. L'oignon botte fait partie de ce cas-là. On verra que la fraise peut faire partie de ce cas-là aussi. Donc, on est bien sur trois enjeux différents. Et donc, ces implantations vont avoir pour la maraîchère et pour le maraîcher des spécificités particulières suivant sa stratégie. Donc, si la stratégie, c'est je développe une gamme la plus importante possible jusqu'à Noël, on va être plutôt sur le premier cas de figure. Si la stratégie, c'est j'essaye d'avoir des légumes toute l'année, des légumes frais toute l'année, on va être sur la première et la deuxième stratégie et éventuellement aussi la troisième. Et si la stratégie, c'est je vais arrêter assez tôt à l'automne, mais je vais reprendre le plus tôt possible au printemps, on sera bien sur la troisième stratégie. Donc on peut développer l'introduction de légumes d'automne pour une de ces trois stratégies ou pour l'ensemble des trois stratégies. Voilà un petit peu pour cette notion de mise en œuvre. Cette diversité, comme on l'a dit, elle est vraiment importante pour un grand nombre de stratégies. Elle est vraiment importante pour le développement la mise en œuvre de la gamme du maraîcher ou de la maraîchère. Alors, pour l'automne-hiver, ça permet de maintenir un chiffre d'affaires important. On va avoir des légumes comme enfin, voilà, de l'épinard qui vont arriver en novembre-décembre, de la salade, du mesclun, on le verra tout à l'heure, qui peuvent développer les chiffres d'affaires, qui peuvent descendre vite quand il n'y a plus de tomates, d'aubergines, de poivrons, enfin toute la cohorte de légumes d'été qui ne sont plus là et qui sont difficilement compensés par les légumes de garde qui sont voilà, présents sur la ferme à cette période-là. Ça permet aussi de développer de manière très importante le chiffre d'affaires au printemps. La fraise, produite au mois d'avril sous les serres et implantée en décembre,
peut représenter 50, 60, 70% du chiffre d'affaires à ces périodes-là. Ça permet également d'augmenter l'attractivité de l'étal sur des périodes difficiles. Donc là, c'est tout bonnement janvier, février, d'avoir de la fraîcheur sur l'étal. Fait, on le verra tout à l'heure, voilà, quelque chose d'assez important, c'est-à-dire une notion de repère pour le consommateur et fait en sorte qu'on va plus facilement choisir votre étal et votre lieu de vente plutôt qu'un lieu de vente qui soit, on va dire, moins personnalisé. Et puis le dernier point, c'est de permettre de maintenir une diversité dans les paniers pour ceux qui font voilà, une distribution sous forme de panier sur les périodes creuses. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu avec plusieurs producteurs, avec plusieurs maraîchères, avec plusieurs maraîchers, que l'introduction d'un légume frais, c'est-à-dire enfin, voilà, une salade, une mâche, un mesclin dans les paniers, augmentait de manière assez importante la perception de valeur du panier et augmentait de manière assez importante aussi la notion de faisabilité culinaire du panier. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important dans, dans, dans la constitution d'un panier aux périodes hivernales. Donc, on est sur des éléments stratégiques vraiment forts sur ces implantations d'automne pour voilà, l'ensemble de la gamme maraîchère. Si on va plus avant dans cette notion de pourquoi, euh, il va y avoir aussi la notion de limiter les enjeux des légumes de garde. Si on commence à développer ces légumes d'automne et d'hiver, on va avoir un gros volume de chiffre d'affaires qui pourront être faits avec ces légumes-là, ce qui permettra de générer moins de chiffre d'affaires avec les légumes de garde, ou tout autant si on le souhaite, hein. Mais très souvent, dans les phases d'installation, on a un blocage sur les légumes de garde qui est la capacité de stocker ces légumes. Et donc, du coup, si on a des capacités moindres à stocker, eh bien, il va falloir compenser ce moindre avec d'autres typologies de légumes. On peut mettre en place des grandes quantités en plein champ, mais si on n'a pas les capacités de stockage, on peut aussi avoir des pertes importantes et donc des impacts sur les prix de revient de ces légumes de garde qui vont être des fois très problématiques au niveau de rentabilité des fermes. Donc, ça permet de limiter ces enjeux, ça permet aussi de ne pas forcément investir tout de suite ou de manière trop importante dans le stockage à l'installation, qui sont souvent des investissements très importants, hein, ces zones de stockage et de logistique, et de développer plutôt des choses qui sont, entre guillemets, instantanées, qui se stockent peu et qui créent beaucoup de valeur et qui font partie des éléments stratégiques de la gamme du maraîcher en termes, un, d'identité, deux, de valorisation du travail. Il y a une aussi notion importante sur ces légumes d'automne qui est la notion de diminution des besoins de trésorerie. Alors je m'explique, c'est une notion un peu plus complexe, mais pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple suivant, hein. Si on se base sur une gamme maraîchère qui est orientée plus sur l'été, on va générer son chiffre d'affaires sur juin, juillet, août, septembre, octobre, et peut-être mai, peut-être novembre, mais sur 6 mois, grosso modo. Ça veut dire que pendant 6 mois, on fait des ventes importantes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas avant hein, et après, mais on fait des ventes importantes sur 6 mois. Et le reste des autres 6 mois, eh bien, on achète des consommables, on achète des semences, on achète des plants, on achète du terreau, on achète plein de choses. Et donc, du coup, on fait des chèques. Et très souvent, à la fin du printemps, on arrive avec des déficits de trésorerie importants. Plus on nivelle la production sur l'année, plus ses besoins en trésorerie sont faibles. Et c'est la notion de cycle d'exploitation. Le cycle d'exploitation, c'est la durée moyenne entre le moment où j'achète des semences ou le moment où j'achète des plants et le moment où l'argent du légume est sur mon compte ou est dans ma caisse. Et donc, ce cycle d'exploitation, quand on travaille sur une gamme d'été très centrée ou sur 6 mois de l'année, comme je l'ai évoqué, on est à peu près sur des besoins de trésorerie qui équivalent à 4 mois de chiffre d'affaires. Le cycle d'exploitation moyen, c'est 4 mois. Le délai moyen entre j'achète la graine et je vends les légumes. Quand je commence à diluer un peu ça en faisant une gamme de printemps plus importante et une gamme d'automne plus importante, je vais pouvoir diminuer ce cycle d'exploitation à 3 mois, voire à 2 mois, qui me permet d'avoir des besoins en trésorerie quasiment divisés d'un tiers, voire par deux. Donc, c'est quelque chose qui est assez important en termes de fluidité de fonctionnement de la structure. Et puis, tous ces légumes qui peuvent être mis en place à l'automne sont des légumes qui sont des légumes à forte valeur ajoutée. Alors, je m'explique là-dessus. Ces légumes à forte valeur ajoutée, c'est des légumes qui valorisent bien les surfaces, c'est des légumes qui se vendent relativement cher, et c'est des légumes surtout qui valorisent bien le travail. C'est des légumes qui ont été peu mécanisés dans l'agriculture moderne
et qui, de fait, ont peu de différentiel de prix entre ce qui est fait de manière industrielle, entre guillemets, et ce que vous pouvez faire vous. Si on prend un exemple concret, la pomme de terre, elle, a été, entre guillemets, industrialisée, et le différentiel de prix qu'on a entre de la pomme de terre qui est faite à très grande échelle et la pomme de terre que vous pouvez faire dans vos structures peut être important si on veut valoriser votre travail. Parce que vous allez faire des choses de manière assez manuelle, même si on peut se mécaniser de manière relativement importante dans vos structures, mais toujours moins que sur des systèmes à très grande échelle. Alors que sur des cultures type, par exemple, on va prendre du mesclun, il est plus difficile de mécaniser, même si on le peut, et il est plus difficile de tirer les prix vers le bas vis-à-vis de ce que vous pouvez faire. Et on valorise d'autant mieux notre travail avec ce type de produit-là. Donc, c'est aussi quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui reflète complètement l'image du maraîcher, cette notion de fraîcheur et cette notion de légumes qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, c'est-à-dire de légumes sur mesure. Et donc, on est complètement dans cette notion-là sur ces implantations d'automne de légumes frais, de légumes sur mesure. Alors, pour autant, je n'ai pas dit que ce que vous produisiez en légumes de garde n'était pas frais, hein, que ça soit clair. On est bien sur une notion de légumes qui se stockent peu. C'est ça que je veux dire. Et puis, la dernière chose, c'est une meilleure identification des points de vente par la clientèle, cette notion de fraîcheur, cette notion de feuilles d'automne, notamment d'aromatiques, de spécificité bien particulière à la vente directe, notamment voilà, à la signature, entre guillemets, du maraîcher, fait qu'on va avoir une meilleure attractivité des points de vente pour une clientèle locale à ces périodes-là. Donc, Du voilà un coup, petit peu pour les notions d'analyse. Pardon, Roxane. non, excuse-moi. Tu as parlé de beaucoup d'intérêts du coup de ces cultures, mais pourquoi est-ce que elles sont pas plus ces typologies de cultures, pourquoi est-ce qu'elles sont pas plus travaillées dans les fermes? Alors, c'est la question centrale de l'analyse, hein, c'est pourquoi ces transitions sont parfois complexes. Alors, on, on va l'analyser, hein, c'est le oui mais, hein, parce que c'est facile à dire, mais souvent, voilà, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Donc la question, c'est voilà, pourquoi il est assez difficile de mettre en œuvre ces transitions d'automne. Et donc les réponses, elles sont multiples à cette question-là. La première chose, c'est qu'on doit orchestrer une fin de saison. Et donc, quand on arrive en août, septembre, octobre, on a la saison dans les jambes et on est plus fatigué qu'en début de saison. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment important. On n'a pas la même énergie et que vider une serre peut s'avérer difficile à une période où voilà, on a déjà fait beaucoup, beaucoup d'heures et on a déjà passé beaucoup de temps sur sa ferme. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est sur la notion de place dans les abris. Très souvent, on hésite. On hésite à enlever des choses dans les abris parce qu'elles produisent encore pour certaines, parce qu'il faut de l'énergie, on l'a dit également, et puis parce que des fois, on se dit, bah là, il y a encore un petit peu, on voit pas l'intérêt de mettre quelque chose à la place. Alors, c'est la notion très poétique qui dit que quand on arrache les tomates, c'est l'été qui s'en va, hein, mais c'est une notion importante à envisager et à réfléchir en termes alors, économiques et en termes aussi d'attractivité. Quand on arrive au 15 octobre, la tomate a peut-être moins sa place dans votre gamme, mais si on ne l'a pas arrachée à cette période-là pour implanter quelque chose, bah, il est possible qu'on ait des gros trous de production en novembre, décembre, janvier, février dans certaines zones, ce qui impliquera une baisse d'attractivité de votre étal. Donc pour gagner des fois 4 ou 5 euros au mètre carré en laissant vos tomates en fin de saison, on en aura perdu 10 ou 15 à ne pas implanter une culture, voire au-delà, parce que en plus, on aura moins potentiellement de personnes qui viendront nous voir et donc on perdra potentiellement des ventes ou on perdra le fil peut-être des fois avec le consommateur sur cette période-là par manque de produits. Donc ça, c'est une notion assez importante de cette notion de place qui va être et qui va devoir être envisagée de manière plus globale dans la Solme. Et donc ces arbitrages stratégiques, ils sont souvent difficiles. J'arrache les tomates ou j'arrache pas les tomates. Et quand on a des belles arrière-saisons, bah, très souvent, on a du mal à faire ces arbitrages. Et ces arbitrages, ils doivent se faire a priori, c'est-à-dire avant, et pas pendant, parce que pendant, on hésite toujours. Ça, c'est clair. Et on verra qu'il y a plein de manières de faire pour pouvoir arriver à trouver cette place. Et puis, la dernière notion, c'est la notion de gestion climatique qui peut être parfois difficile. C'est-à-dire que quand on implante en septembre-octobre des légumes feuilles sous les abris notamment, il peut y avoir des notions de gestion climatique qu'on n'aimerait plus gérer à ces moments-là, qu'il va falloir remettre en œuvre
parce qu'on peut avoir des amplitudes thermiques très importantes et qui peuvent engendrer des montées à graines pour certaines cultures, voire des fontes des semis, voire voilà, le développement de certaines maladies sur ces cultures-là. Et donc, il va falloir, comme au printemps, rebelote, remettre en œuvre des gestions d'ouverture, de fermeture d'abris qui peuvent être problématiques. Donc, voilà un petit peu pour les contraintes. Et du coup, étant donné ces contraintes, on va devoir analyser voilà, les conséquences de cette mise en œuvre sur notre ferme, sur notre stratégie et sur le bénéfice global qu'on va pouvoir en tirer. Alors, la première notion, c'est la nécessité de temps, c'est-à-dire que dans l'analyse, c'est de dire est-ce que je vais pouvoir dégager du temps à ces périodes-là, en septembre-octobre, où il y aura les grosses implantations, pour, un, vider les serres, deux, remettre en culture. Alors, on peut toujours faire des associations de culture sur certaines planches, mais il y a de toute façon, à un moment donné, il va falloir vider les serres pour permettre le bon développement de certaines cultures, notamment quand les luminosités diminuent de manière très importante. La deuxième notion, c'est qu'on ne peut pas stocker ces légumes-là, on l'a dit plusieurs fois, et donc ça veut dire que ça implique plusieurs séries. Alors, c'est moins problématique au printemps où les séries peuvent aller très vite. Là, on arrive sur des durées du jour faibles et des températures plus faibles, et donc du coup des cultures qui attendent un peu plus au champ, mais il n'empêche qu'il y aura plusieurs séries pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que voilà, les légumes puissent être à l'optimum de qualité quand vous les récoltez. Et la deuxième, c'est pour alterner les coupes. Par exemple, si je coupe ma série d'épinards au mois d'octobre, il va falloir que j'attende entre 4 et 5 semaines suivant la climato pour qu'elle repousse. Et donc, pendant ces 4 et 5 semaines, j'ai intérêt d'avoir une deuxième série qui me permette de vendre également de l'épinard. Et puis, il y a une notion qui est aussi de comment assurer une bonne fluidité entre le plein champ et l'abri sur cette période-là. Comment je fais une transition douce et que je passe pas d'un coup d'une gamme d'été à une gamme d'hiver et que je puisse avoir quelque chose voilà, d'assez cohérent en termes de transition. Et puis la dernière notion dans notre réflexion, ça sera comment créer une identité propre à ces périodes, c'est-à-dire comment créer voilà, une gamme qui va me ressembler, va répondre aux attentes des consommateurs avec qui voilà, je veux travailler et va permettre aussi de générer un chiffre d'affaires qui soit relativement constant sur les périodes que je souhaite voilà, mettre en œuvre. Donc voilà un petit peu pour ces conséquences et ces choses à analyser. Donc maintenant, concrètement, comment on fait? Alors, maintenant, comment on va faire pour voilà, envisager ces notions-là et cette notion, vous voyez, de stratégie globale, on a vu le pourquoi. Maintenant, comment on va mettre en place tout ça? Alors, la première notion, c'est on l'a vu, on peut développer ces cultures d'automne avec plusieurs typologies d'implantation. La première, c'est prolonger le plein champ. Et là, on va voir que on va se concentrer sur des récoltes d'octobre-novembre. On va les sécuriser parce que dans certaines zones, récolter en octobre en plein champ est très facile, hein, notamment dans le sud de la France. Dans d'autres, ça peut être plus compliqué parce qu'on peut avoir des gelées précoces ou des gelées qui peuvent être importantes et donc du coup des retards, voire des destructions de séries qui peuvent être aussi également importantes. Donc, comment on sécurise et on prolonge le plein champ sur ces récoltes d'octobre, voire novembre? Comment on assure la production de fin d'automne? Donc là, on va plutôt être sur, voilà, sur le premier cas des tunnels nantais, voire des petits tunnels, c'est tout à fait possible. Dans le second cas, sur les productions de fin d'automne et de début d'hiver, on sera sur des tunnels, parce que produire en plein champ sur ces périodes-là, à part certaines zones très spécifiques, ça va être complexe. Et puis, la dernière stratégie, c'est la mise en place de ces cultures précoces pour les récoltes de mars-avril l'année suivante. Alors, on va visualiser ça, hein. Vous voyez là, en fond d'écran, des tunnels nantais hein, qui ont été posés à l'automne. Vous voyez des feuilles mortes un peu partout. Voilà, ces tunnels nantais, c'est des tunnels pour planter des salades. Alors, on est en Bretagne ici, on est autour du 15 septembre. On a planté les salades, pardon, là on est plus tard, hein, mais elles ont été plantées autour du 15 septembre. Et l'idée est que ces salades puissent arriver à maturité. Voilà, on est voilà, fin octobre, début novembre, et désengorger les abris avec cette série-là. La série suivante, qui sera plantée semaine 40 dans les abris, voilà, prendra le relais. Mais on n'avait pas forcément la place de mettre celle-ci, et donc on a mis des tunnels nantais pour assurer cette fluidité entre le plein champ et les abris.
Donc, c'est des implantations souvent en septembre, en août pour certaines séries. On le verra tout à l'heure aussi dans certains cas de figure, hein, suivant où on se situe sur le territoire. Euh, voilà, on est sur des mises en œuvre qui peuvent des fois être un peu complexes, notamment en termes de gestion climatique, mais qui sont très pertinentes si on a notamment pas assez d'abris et qu'on veut, comment dire, agrandir les périodes de production, notamment de ces légumes feuilles. Voilà, ça permet plus de flexibilité et c'est des stratégies, comme on l'a dit, qui peuvent être sensibles sur les zones très gélives, donc l'est de la France, où on peut avoir fin octobre, début novembre, des fois des gelées trop importantes et qui peuvent enfin, voilà, rendre cette utilisation un peu problématique. Globalement, voilà, on est quand même sur des usages sur l'ensemble du territoire qui peuvent être mis en œuvre, on le verra par la suite. Donc ensuite, on est sur les abris, hein, donc les remplissages d'automne d'abris. Et donc là, on voit une série de multifeuilles hein, qui a été mis. On y reviendra tout à l'heure pour faire voilà, des mesclins. Et donc la gestion climatique des abris va être la grosse problématique. Hein, et ça nécessite pour les abris de gérer ces fins de culture rapidement d'été. Ça nécessite de bien anticiper également la destruction des engrais verts. Clairement, il faut envisager entre la destruction et la mise en place de la culture suivante, 3 semaines à un mois sur ces cultures-là, pour que l'engrais vert soit enfin, et commencer à se décomposer correctement pour qu'on ait une croissance de la culture mise en œuvre cohérente. Si on détruit trop vite et enfin, si on détruit et que le délai est trop court, on aura des mauvais développements de plantes au démarrage, surtout si l'engrais vert était volumineux et qu'on a voilà, détruit une grande quantité de matière végétale. Donc, à bien anticiper. Et puis, il y a certaines cultures, on le verra, comme la mâche, qui n'aiment pas trop les relargages massifs voilà, d'éléments et qui peuvent voilà, présenter des phénomènes de toxicité saline, notamment, et où on va devoir voilà, envisager d'autres précédents que les engrais verts pour la mâche ou alors certaines typologies d'engrais verts, mais on n'entrera pas dans ce sujet-là aujourd'hui, étant donné qu'on n'a qu'une heure. Et donc, sur le pilotage climatique, on a des grosses amplitudes thermiques en septembre, voire en octobre. Donc là, je vous ai mis un élément assez important à ces périodes-là, qui est la demi-lune basculante, que vous voyez sur la photo en haut. Et cette demi-lune basculante, elle est assez intéressante parce qu'elle permet de maintenir voilà, des températures cohérentes et de gérer les excès d'humidité et de gérer les excès de température potentiels sans avoir à ouvrir et fermer en permanence sur ces périodes-là. Donc, c'est en termes d'état sanitaire et en termes de gestion climatique sur les périodes de printemps et d'automne et aussi d'hiver. Enfin, voilà, c'est un outil qui est assez intéressant, qui est moins proposé aujourd'hui dans la construction d'abris, mais qui est vraiment pertinent. Et moi, je le conseille voilà, pour ces gestions, notamment d'automne, où en novembre, on peut avoir voilà, la température qui va monter un peu, mais surtout, on va avoir des hygrométries le matin très fortes liées au déphasage intérieur-extérieur. Et donc, le fait d'ouvrir les demi-lunes va permettre de chasser l'humidité, d'avoir un état sanitaire bien meilleur des cultures et voilà, d'avoir des pertes liées aux maladies moindres. Donc, on est vraiment sur un outil intéressant pour ça. Et puis, le dernier point, c'est cette mise en place des trucs cultures précoces. Donc là, pour illustrer ça, je vous ai mis voilà, 3 photos. La photo des fraises, donc, qui n'est pas prise voilà, au moment de l'implantation. Là, on est plutôt voilà, fin mars, début avril. Hein, sur des fraises qui ont été implantées en décembre, donc en fin d'automne, et qui vont permettre voilà, le développement de la production de printemps de manière assez importante. En bas, vous voyez une serre de petits pois qui a été aussi semée en octobre. Donc là, on est à la période où le petit pois est en train d'être récolté, donc on est en avril. Et puis voilà, un semis de carottes, mais on pourrait citer sur ces notions de primeur qu'on implante en vieille année, la pomme de terre primeur dans l'ouest de la France. On pourrait citer également l'ail qu'on peut faire aussi sous serre, l'ail d'automne, qui nous permettra d'arriver très tôt avec voilà, des bottes d'ail ou de l'ail bulbé, voilà, de l'ail nouveau assez tôt en saison également. Alors, ces implantations en vieille année, elles sont très souvent destinées à l'ouest de la France et puis à la barrière méditerranéenne. L'est de la France, on verra que c'est plus complexe sur un grand nombre de ces cultures-là. On aura tendance à privilégier en termes d'implantation en nouvelle année, plutôt autour du 15 février pour la majorité, pour éviter voilà, les risques de gelée trop importantes et la perte de ces séries-là. Voilà un petit peu pour les 3 grandes stratégies illustrées.
Maintenant, comment on va pouvoir mettre en œuvre ces stratégies-là? Alors, je vous ai fait une petite synthèse. Alors, pour ceux qui regardent ce live sur leur smartphone, je suis absolument désolé, hein, ça va être petit, mais vous pourrez le reconsulter sur ordinateur, hein, vu que voilà, ce live sera en ligne sur YouTube par la suite. Je vous ai mis différents calendriers avec pas tout ce qui était possible, mais une grande partie de ce qui est possible en termes d'implantation d'automne. Et à chaque fois, je vais spécifier la zone géographique. Alors, on va prendre un petit peu de temps voilà, pour lire un petit peu comment dire, ce tableau. On est bien sur des plannings assez classiques qui tiennent pas compte forcément on va dire, de microclimats locaux, hein. On est plutôt sur des choses un peu passe-partout, à part le fenouil. Là, je le vois où j'ai mis des choses un peu cavalières qui marchent vraiment sur les côtes, mais pas trop dans les terres. Pour le reste, on est sur des choses relativement passe-partout dans l'Ouest. Donc l'Ouest, ça va être l'arc atlantique, hein, la Bretagne, la Normandie, on va être sur ces zones-là. Et puis voilà, plus on va aller sur des climats continentaux, plus on va aller sur les plannings de l'Est. Donc voilà un petit peu ce qui est possible de faire. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de choses. Le P veut dire plantation et le R veut dire récolte et le S veut dire semis. Voilà, dans les abréviations de ce que je vous ai mis sur ce tableau. Donc voilà un petit peu. Et donc là, on est sur un planning à la quinzaine, hein, où je vois que les mois n'apparaissent pas. Je vous le rectifierai. C'est une erreur de ma part. Donc voilà, la première colonne, c'est la première quinzaine de janvier. La dernière, c'est la dernière quinzaine de décembre, pour faire court. Et puis là, vous avez le planning salade pour l'Ouest qui n'est plus fait à la quinzaine, mais à la semaine pour être un peu plus précis. Et là, on voit que voilà, on peut, voilà, dans l'ouest de la France, voilà, produire de la salade dans les serres jusqu'à Noël. Et puis après, on va reproduire en mars. Et certains microclimats peuvent permettre de faire janvier-février. Voilà, mais c'est vraiment des microclimats très spécifiques. Voilà un petit peu pour l'Ouest. Si on va vers l'Est, il y a moins de séries possibles, hein, mais on est toujours sur, voilà, sur un nombre de séries assez importantes, plutôt centré sur la période octobre, novembre, décembre en récolte, et puis ensuite, suivant les zones où on se trouve, sur des productions de janvier, février potentielles, même si, enfin voilà, sur des zones très gélives, elles sont parfois complexes, ces périodes-là. Voilà. Alors, je n'ai pas mis de planning du sud de la France. Alors, le sud de la France, c'est vraiment le planning particulier de l'arc méditerranéen. Mais dans les analyses légumes par légumes que je vous propose après, j'en tiendrai compte et voilà, je le décrirai, ce qui est possible de faire sur cet arc-là bien spécifique. Voilà un petit peu pour les grands éléments de planification. Donc, je vais les passer rapidement. Vous pourrez le regarder à tête reposée si vous le souhaitez, hein. Mais on est sur cette typologie de série-là. Et puis ensuite, pour illustrer l'analyse de tout à l'heure, on peut les décomposer. Alors là, j'ai pris l'exemple sur l'ouest, hein, mais il peut être fait sur l'est et sur le sud de la même manière, en, en quatre grands pôles d'éléments stratégiques, hein. Le pôle prolongement du plein champ, on est sur des implantations d'août-septembre pour prolonger sur des récoltes d'octobre, début novembre. Donc dans les zones sud, on n'a pas forcément besoin de tunnels nantais. Dans les zones plus est de la France, on va avoir besoin de tunnels nantais à un certain moment. Dans les zones sud, on va pouvoir pousser ça jusqu'au 15 septembre, voire fin septembre. Dans les zones est, début septembre va être très bien pour ces cultures-là. Et puis, le deuxième élément stratégique, c'est la production d'automne sous abri. Donc là, on va démarrer 15 septembre, voilà, dans l'ouest de la France, début septembre dans l'est de la France. Et on va être sur des implantations qui vont aller jusqu'à fin octobre, voire voilà, pour la mâche jusqu'à voilà, novembre, décembre, si on le souhaite. Euh, voilà, et plus on est sur des zones peu gélives, plus on va pouvoir décaler. La zone côtière bretonne, on peut implanter en novembre, décembre aussi sans souci, sur l'arc méditerranéen également. Donc on est sur des productions qui vont nous faire octobre, novembre, décembre, et suivant les zones, on a aussi des cultures qui vont pouvoir se couper tout l'hiver, comme la blette, comme voilà, certaines chicorées, comme notamment l'épinard et les aromatiques. Voilà un petit peu pour le deuxième élément de stratégie. Troisième élément de stratégie qu'on a détaillé tout à l'heure, c'est la production de plein hiver, hein, janvier-février, où là, on a voilà, pas mal de séries. Plus on va vers des milieux océaniques et méditerranéens, plus le nombre de ces séries-là est important. Plus on va sur des zones continentales, plus le nombre de ces séries-là est faible.
parce qu'on a des destructions par le gel, voire des arrêts de croissance par le gel ou les températures basses. Et puis le dernier élément de stratégie, c'est la production de primeurs, où là, on est sur des implantations de novembre, décembre, voire même des implantations de septembre pour certaines choses. Dans l'ouest de la France, on implante voilà, des oignons bottes, des oignons blancs, voire des oignons ciboules fin septembre, pour avoir des récoltes qui vont être en février, mars, avril, voire même sur l'oignon voilà, ciboule, des récoltes de décembre, quand la climato est assez clémente à l'automne. Donc, on est voilà, sur anticiper le printemps suivant. Quand on a anticipé, vous voyez là, sur ce planning-là, alors on est sur un planning voilà, de zone océanique, hein, mais on a en avril, on peut implanter en novembre-décembre, voilà, pour avoir au mois d'avril de l'ail, de la carotte, du céleri, du chou pointu, de la fève, voilà, le navet, ça s'implantera plus tard, de l'oignon, du petit pois, de la pomme de terre et des fraises. Donc, on a déjà joué une grosse partie de notre mois d'avril sur ces implantations-là. Donc, c'est quelque chose qui est important et assez structurant dans la mise en œuvre de la stratégie. Voilà un petit peu pour voilà, comment dire, la dichotomie des éléments qu'on va pouvoir mettre en place. Maintenant, moi, ce que je vous propose, est-ce que ça te va, Roxane, un petit point par légume, ou est-ce que tu ne veux pas que je le fasse? C'est à toi de me dire. C'est parfait. Un point concret pour quelques légumes. Oui, on va. Alors, je les ai pas tous détaillés parce qu'on n'a qu'une heure et que là, on a déjà passé plus de 35 minutes sur la notion de stratégie. J'en ai détaillé quelques-uns, les plus importants ou les plus problématiques, on va dire ça comme ça. Et puis, voilà, d'autres sont détaillés. Alors, on a fait un gros travail avec Roxane sur la notion de planification, voilà, via un e-learning où on reprend tout ça avec toutes les autres typologies d'implantation, hein, primeurs, d'été et légumes de garde, où c'est beaucoup plus détaillé. Là, je vais me concentrer sur tout ce qui est, voilà, qui peut être problématique ou vraiment spécifique. Alors, la première culture qu'on va voir, c'est la salade, hein, qui, euh, voilà, à l'automne permet, alors suivant les zones, donc dans l'est de la France, on peut couvrir la période octobre, novembre, décembre relativement facilement. Sur l'ouest de la France, on va pouvoir couvrir cette période-là, plus la période de mars, avec des implantations de décembre. Et puis sur l'arc méditerranéen, on va pouvoir voilà, conduire l'ensemble de la période, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, sans souci. Voilà un petit peu. Donc, pour chaque fiche par culture, je vous ai mis des éléments d'analyse qu'on détaillera ensemble. Et puis, je vous ai mis des éléments de conduite et je vous ai mis aussi un calendrier de pépinière qu'on va voilà, lire ensemble. Donc là, vous voyez donc, la salade, le temps, la température minimum conseillée pour élever en pépinière notre salade. C'est-à-dire que si on l'élève avec des températures moindres que nos 12 degrés, euh, on ne sait pas forcément quand elle arrive. C'est-à-dire on ne sait pas forcément combien de temps il va nous falloir pour faire du plan. Donc c'est une température de référence pour maîtriser la durée d'élevage. Le type de plan, donc là des mottes ou des plaques alvéolées, donc là c'est des mottes de 4 en l'occurrence, ou des plaques alvéolées qui vont avoir des diamètres assez similaires. Et vous voyez, janvier, première quinzaine, c'est-à-dire que si je sème une salade la première quinzaine de janvier dans ma pépinière, il va falloir 6 semaines, donc c'est le chiffre qui correspond dessous, pour faire un plan de salade qui soit plantable, avec une température d'élevage autour de 12 degrés. Donc en février, il faudra plus que 5 semaines si je la sème en février, en mars à peu près pareil, en avril 4 semaines et en plein été, il faut 3 semaines pour faire un plan de salade. Voilà, parce que les 12 degrés sont atteints à peu près, enfin même pas à peu près, sont atteints tout le temps. Et donc voilà, l'élevage du plan de salade est un peu plus long en septembre et voilà, réaugmente en octobre et en novembre et en décembre. Donc c'est des questions de lumière et de température, évidemment. Donc, ce calendrier de pépinière, il est assez important pour se dire, bah voilà, si je veux implanter au 15 octobre, voilà, ma salade, je sais qu'il va falloir que je la sème globalement au 15 septembre, vu qu'il me faut 4 semaines à cette période-là pour faire du plat. Voilà. Donc, sur notre salade, ce qui est le plus important, c'est le choix variétal. Et c'est la notion de résistance et d'adaptabilité. Alors, je m'explique. Historiquement, les salades voilà, qu'on cultivait étaient des salades de transition de saison, c'est-à-dire de printemps et d'automne. Donc, il y a pas mal sur des récoltes d'octobre-novembre de vieilles références qui peuvent passer.
avec un petit défaut qui va être le défaut de résistance, notamment au milieu de la laitue, au Bremia electucea, qui pose problème. Et donc, du coup, sur des zones où l'hygrométrie est compliquée à maîtriser, les résistances à ce pathogène sont importantes. Et puis, on a une recrudescence des maladies bactériennes, notamment des pourritures bactériennes sur salade. Et de plus en plus, ce qu'on va mettre en œuvre sur ces séries-là, c'est des variétés avec des pores assez érigés pour faire en sorte que les feuilles reposent moins à même le sol et qu'il y ait moins ces pourritures avec la stagnation d'humidité. Donc ça se trouve dans les catalogues des variétés à pores érigés. On a beaucoup de Batavia qui ont ces types de pores-là, notamment et qui sont vraiment intéressantes pour ces créneaux-là. Et à partir du 15 septembre, début octobre, on a tendance aussi à ne plus enterrer la motte quand on plante, à juste la poser sur les mottes compressées, pour aussi faire en sorte qu'on ait un delta entre le sol et les premières feuilles plus important, pour qu'il y ait un brassage d'air et qu'il y ait moins de pourriture au fond. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes et importantes à mettre en œuvre pour éviter enfin, voilà, ces problématiques de surhumidité et de pourriture. Et puis, sur les problématiques d'irrigation, on va aussi travailler du goutte à goutte sur ces périodes-là pour diminuer la notion de pression de pathogènes liée à l'humidité. Les densités, c'est 25 x 25. Et puis ensuite, dès qu'on va planter à partir voilà, du 15 octobre, et puis sur les plantations dans l'ouest de décembre, janvier, et jusqu'à voilà, février, mars, il est important d'envisager des variétés modernes. Les variétés anciennes ne sont pas faites pour pousser sur ces créneaux-là. Alors, on est toujours sur des populations, que ça soit clair, mais on est sur des variétés plus modernes. Les variétés anciennes, sur du plein hiver, ne sont pas faites pour pousser, que ce soit dans l'ouest ou dans le sud de la France. Dans l'est de la France, en général, on reprend 15 février les plantations. Avant, on est sur des choses trop aléatoires en termes de réussite. Voilà un petit peu pour voilà, ce petit point salade sur les implantations d'automne. Sur l'épinard, donc le choix variétal est important, notamment sur les résistances mildiou, donc le Peronospora, sur l'épinard, qui voilà, crée des dégâts vraiment importants sur les séries d'automne. Et c'est d'autant plus problématique qu'on est sur des variétés, sur des séries notamment qui se coupent plusieurs fois, on le verra, trois, quatre fois. Donc des séries qui sont vraiment intéressantes en termes de rendement au mètre carré. Et donc si on commence à avoir ce pathogène au démarrage, il est très difficile de s'en débarrasser ou d'avoir des croissances cohérentes. Et puis, on va aussi choisir des variétés adaptées aux jours courts et à ces créneaux-là, voilà, qui vont être vraiment importantes sur ce créneau-là. Euh, Ensuite, ce qui est vraiment important sur l'épinard, c'est la notion de densité en fonction du type de feuille envisagé. Alors, si on veut des très grosses feuilles qui sont très rapides à récolter, qui vont faire le plus de rendement et qui vont permettre voilà, d'avoir une meilleure valorisation du travail et une très bonne qualité de produit, que ça soit clair. Ce qu'il faut, c'est très peu densifier. En fait, la densification de l'épinard va entraîner une compétition pour la lumière, pour aussi les éléments nutritifs pour l'eau, et une nanification de la surface foliaire. Donc, quand on veut des très grandes feuilles, on va voilà, sur des mottes type motte à salade, semer 1 à 2 graines, pas plus, et on va planter comme des densités salades, 16 mottes au mètre carré. Et c'est là où on aura les plus grosses feuilles et les plus grandes vitesses de récolte potentielles. Pour avoir de la feuille intermédiaire, on est sur 3 4 graines par motte et toujours 16 au mètre carré. Et pour de la jeune pousse, alors on peut faire du semi-direct, mais sur ces périodes-là, on privilégie plutôt les plantations. On va être sur 3 à 4 graines par motte et 30 mottes au mètre carré. Donc là, on va aussi augmenter la densité de plants pour avoir voilà, de la petite feuille et avoir voilà, des rendements importants au mètre carré de petites feuilles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Suivant ce qu'on veut obtenir comme produit, la densité va être fondamentale. Voilà. Et donc pour l'épinard, vous avez également le calendrier de pépinière, avec un temps d'élevage conseillé au-dessus de 12 degrés. Alors il y a quelque chose d'important à noter là-dessus, c'est que l'épinard, par contre, quand il y a des températures trop élevées, va péricliter très vite en termes de germination et de début de croissance. Donc on a des fontes des semis très importantes, notamment sur les semis à cette période-là, en août, septembre, et où là, il faut vraiment pouvoir ombrer l'épinard, voire aérer pour éviter des montées de température trop importantes et donc des semis en demi-teinte. Voilà un petit peu. Et donc sur les plantations, alors dans l'ouest, mais dans l'est, pareil,
on a tendance à faire deux séries, 15 septembre, 15 octobre, dans l'Est début septembre, début octobre, qui vont nous permettre d'alterner les coupes et on va couper jusqu'à ce que voilà, les températures deviennent problématiques. On fait deux coupes à quatre coupes suivant les hivers et le lieu où on est. On va pouvoir, sur des zones très peu gélives, continuer à planter en novembre et éventuellement en décembre pour voilà, avoir des séries supplémentaires. Sur des zones gélives, ça va être beaucoup plus compliqué de mettre en œuvre ces séries-là. Donc voilà un petit peu voilà, sur les séries passe-partout, 15 septembre, 15 octobre. C'est voilà, des séries qui sont vraiment intéressantes et qui permettent d'avoir de l'épinard sur une grosse partie de l'hiver et de très bien valoriser ses surfaces. Ces séries-là, on va vite faire voilà, 2 kilos au mètre carré sur l'ensemble de l'hiver. Allez, 2 kilos, même des fois 2,5 kg. Alors, à voir à quel prix vous vendez l'épinard, mais comparé avec voilà, la tomate où il restait 1 kilo à récolter au mètre carré que vous avez arraché avant pour pouvoir mettre cet épinard. En général, l'épinard est relativement, voire même très pertinent en termes économiques purs et va être encore plus pertinent en termes d'attractivité de la gamme sur la période hivernale. Voilà un petit peu. Donc voilà un petit peu pour l'épinard. On peut passer, si vous le voulez bien, à la blette, hein. Je vais essayer d'avancer un peu pour qu'on balaye un peu tout. Donc la densité aussi fonction de la typologie. Donc en blette, suivant qu'on veut faire de la grosse carde, donc c'est les blettes à carde blanche hein, qui sont largement utilisées pour ça. Et là, on est plutôt sur du 6 au mètre carré et on va garder un seul germe par mode pour avoir de la très grosse carde. Donc la blette est un glomérule, hein, ça veut dire qu'une graine va avoir plusieurs germes potentiels et on va en garder qu'un. Si on veut de la blette bouquet, c'est-à-dire que la blette qu'on va couper, qu'on va vendre en botte, on peut très bien laisser plusieurs germes par motte et planter comme de la salade, hein, sans souci. Et si on veut de la midi blette, donc c'est des variétés qui sont apparues relativement récemment sur le marché, qui sont assez intéressants. On les coupe une fois là, et on les vend à la pièce. Là, on va pouvoir aussi planter ça comme de la salade. Alors, j'ai pas été très loquace en termes de série, hein. Là, vous voyez qu'il n'y en a qu'une seule. Après, cette série-là, c'est de la série pour les grosses cardes, où il est important de planter suffisamment tôt pour que la plante ait le temps de s'implanter et de mettre en œuvre un racinaire important pour pouvoir faire du végétatif et donc des grosses cardes en novembre-décembre. Si on la plante trop tard, cette blette à grosse carde, on va avoir du mal à mettre en place le rendement. Donc dans le sud, ça marchera sur la barrière méditerranéenne, mais ça ne marchera pas dans les autres zones. Donc là, c'est une des premières cultures qu'on va implanter dans les serres à l'automne, cette blette à grosse carde. Après, quand on veut faire de la blette bouquet ou de la mini blette, on peut implanter, alors sur de la mini blette, aller jusqu'à début octobre, voire 15 octobre dans certaines zones, sur de la blette bouquet jusqu'au 15 octobre sans souci, voire plus tard sur les zones côtières peu gélives ou sur l'arc méditerranéen. Voilà. Et je vous ai mis voilà, comment dire, le calendrier de pépinière où il va falloir un peu plus de temps que pour la salade, pour faire de la blette. Et surtout, la blette aime bien à la germination des températures assez élevées, ce qui permettra voilà, d'accélérer la mise en place du plan. Voilà un petit peu pour la blette. Alors, carotte botte, là, on est sur des zones qui sont soit les zones océaniques, semi-continentales, ou voilà, l'arc méditerranéen. Ça ne va pas marcher sur des zones d'altitude trop importantes. Ça ne va pas marcher dans l'est de la France où les gelées d'hiver seront trop importantes. Mais ces séries-là, qui sont semées en octobre-novembre, c'est typiquement voilà, les séries pour avoir de la carotte botte en avril et début mai. Et ensuite, pour les zones plus fraîches, on pourra, et puis pour les autres également, semer en janvier, février pour avoir voilà, de la carotte botte de mai par la suite. Alors, ce qui est important là-dessus, c'est le choix variétal, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de variétés adaptées à ces jours courts, hein. Il y en a une qui s'appelle Napoli, hein, qui est très bien, mais qui est un hybride. Si vous ne voulez pas utiliser d'hybride, c'est les Nantaises améliorées 5 qui donnent les meilleurs résultats aujourd'hui. Donc, on est bien sur des cultures avec des cycles courts et qui vont être capables de pousser avec des luminosités faibles. Si vous mettez des variétés pas adaptées, elles vont faire beaucoup, beaucoup de feuilles, elles vont mettre énormément de temps, donc il y aura plus de caractère primeur, et elles feront souvent des racines difformes. Donc vous n'aurez pas la qualité souhaitée par la suite. Un autre élément important, c'est le semis en nappe pré-semée, donc c'est des nappes papier où les graines sont insérées dedans. Et à ces périodes, c'est assez fonctionnel, donc on va voilà, préparer notre planche
on va pouvoir mettre notre nappe dessus et recouvrir un peu de sable ou un peu de compost bien criblé qu'on va réhumidifier après. Et on aura des levées vraiment intéressantes. Donc, on va appuyer avec un rouleau très souvent. On aura des levées intéressantes et on va pouvoir aussi gérer des densités vraiment importantes et donc, du coup, bien valoriser les planches. Ce qui est important, c'est cette gestion de l'irrigation aussi, c'est-à-dire qu'on va arroser à ces périodes-là la carotte jusqu'au moment où on la voit lever et après, il est important d'arrêter. Sinon, vu que l'humidité à ces périodes-là stagne plus, les sols sont moins bien ressuyés, ça ventile moins bien, on peut avoir des régressions importantes, des fontes des semis importantes, et donc voilà, on peut avoir une levée magnifique et 2 semaines après avoir plus que 10% des carottes qui restent. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est des séries qui marchent très bien dans l'ouest, dans le sud aussi, et on va pouvoir, voilà, sur des zones vraiment peu gélives, semer en novembre, décembre aussi, pour voilà, arriver voilà, en mai. Et sur des semis d'octobre, voilà, dans le sud ou dans les zones vraiment pas gélives, on peut très bien arriver fin mars également, mi-mars. Voilà. Un petit point aromatique aussi pour continuer. Alors, ce petit point aromatique, il va être très rapide, hein, il est plus détaillé dans le e-learning sur la planification, mais il est important de le rappeler ici. C'est une des meilleures périodes pour valoriser cette culture-là, notamment coriandre, persil et aneth et cerfeuil qui vont se conduire un peu pareil, parce qu'on est sur des durées du jour courtes, des températures relativement faibles, et donc on est sur des inductions de montée à graines qui sont faibles. Et on peut faire entre 2 et 5 coupes sur ces aromatiques-là, alors que l'été, on n'y arrivera pas. Et c'est une demande assez importante de plus en plus hein, de la part du consommateur. C'est quelque chose qui valorise très bien voilà, les étals si on les met en avant, si on les travaille. Et c'est quelque chose qui valorise très bien les surfaces si voilà, on arrive à bien les vendre. Et donc, du coup, on est sur ces implantations 15 septembre, 15 octobre pour alterner les coupes et on va voilà, pouvoir couper jusqu'à ce qu'il fasse trop froid dans les régions plutôt est de la France et jusqu'à voilà, fin mars dans l'ouest notamment, peut-être un peu plus tôt dans le sud où voilà, les amplitudes thermiques vont induire des montées à graines plus rapides. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et il n'est pas rare de voir voilà, des maraîchères ou des maraîchers que je peux suivre qui mettent en place voilà, des planches avec coriandre, persil, aneth, cerfeuil avec des proportions plus ou moins importantes hein, et qui les valorisent très bien pendant tout l'hiver. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui permet aussi de créer vraiment une spécificité voilà, pour l'étal parce que c'est quelque chose qu'on trouve pas facilement ou alors à des prix exorbitants. Donc voilà un petit peu pour notre coriandre persil. Bon, l'amage, je vais passer assez rapidement. C'est vraiment on va dire, le légume feuille tutélaire de l'hiver, hein. On peut commencer, alors 15 août, début septembre dans l'ouest, dehors. On va passer semaine 38, voilà, dedans. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a des gros risques d'oïdium jusqu'au 15 octobre en termes d'implantation, et donc on devra avoir des conduites spécifiques pour limiter la pression oïdium, notamment voilà, des interventions avec voilà, du soufre dans certaines conditions qui peuvent être vraiment importantes. La densité 48 mot au mètre carré, on a fait plein d'essais, plus, moins, on s'aperçoit qu'on a, voilà, on n'augmente plus en rendement au-delà de cette densité-là. Voilà, pour faire court. Et voilà, on va pouvoir planter voilà, jusque. Alors là, je vous ai mis les implantations de nouvelle année aussi. Mais voilà, globalement, on va, voilà, pour produire jusqu'en décembre, on est sur des implantations jusqu'à grosso modo début novembre. Voilà. Et puis, on va faire un petit point mesclin. Alors, je vais passer vite parce que voilà, je me suis un peu attardé. Alors, c'est pas très grave parce qu'avec Roxane, on a vraiment travaillé cette notion-là et on va essayer de proposer quelque chose cet automne sur la conduite du mesclin de manière assez détaillée et assez développée. Mais voilà, le mesclin sur l'automne et l'hiver, c'est vraiment quelque chose voilà, qui peut être très identifiant, qui peut être vraiment intéressant en termes de qualité gustative, en termes d'image, en termes de plein de choses. Donc là, je vous ai mis un petit récapitulatif de ce qu'on pouvait mettre suivant les périodes dans le mesclin. Enfin, voilà, on peut faire des mesclins toute l'année dans plein de zones. Euh, et donc, du coup, voilà, on peut mettre des fleurs, enfin, je vous ai mis pas mal de choses là-dedans. C'est pas exhaustif, mais il y a pas mal de choses. Ce qui est en vert est voilà, faisable dans plein de zones. Ce qui est en orange, un peu plus compliqué dans pas mal de zones. Bon, voilà, vous avez un petit état des lieux de ce qui pourrait être fait.
Et ensuite, voilà, pour détailler assez rapidement encore une fois le mesclin, c'est allez, 80% de base, 10% enfin, 10 à 20% de poudre magique. Et donc, on va voilà, déterminer cette poudre magique en termes de diversification. Donc, la base, c'est quoi? C'est de la jeune pousse de salade, de la salanova, hein, qui sont des salades multifeuilles, qu'on verra par la suite. Ça peut être du pourpier d'hiver aussi, cette base-là, enfin, voilà, qui peut être mise en œuvre. Et donc, cette base, on va la planter de 30 mottes au mètre carré, hein. On va avoir des images concrètes tout à l'heure, sauf le pourpier qui va être planté à 16 plants par mètre carré. Et voilà, je vous ai mis un calendrier de jeunes pousses de salade ou de salanova sur l'ouest de la France, hein. On est sur le créneau allez, de début septembre jusqu'à mi-octobre et on alterne les coupes après pendant tout l'hiver. Et sur le pourpier d'hiver, on peut alors planter trop tôt. Le pourpier d'hiver, il aide sur le mesclin à faire en sorte de pallier un déficit de croissance, notamment des jeunes pousses de salade ou des salanova sur les périodes décembre, janvier, février. Donc très souvent, c'est des implantations d'octobre qui sont vraiment intéressantes sur le pourpier d'hiver. Donc la clétone de Cuba. Voilà un petit peu pour ça. En photo, donc là, vous avez différentes typologies, hein. Vous avez en haut, donc au milieu, des mélanges de variétés modernes de jeunes pousses, hein. Donc vous voyez la couleur. Et à gauche, vous avez des mélanges de jeunes pousses plutôt anciennes. Et donc vous voyez que les rouges sont plus ternes, hein, sur les variétés anciennes. Je n'ai pas dit que c'était mal, hein. Ça veut juste dire que sur les variétés modernes, on va mettre 60% de rouge en graines et 40% de vert. Sur les variétés anciennes, on va plutôt mettre 70% de rouge et 30% de vert pour avoir voilà, un éclat assez intéressant. En haut, à droite, vous avez la Clayton de Cuba, donc le pourpier d'hiver. Et puis ensuite, vous avez en bas voilà, les salades multifeuilles, Salanova. Et donc là, je vous ai mis donc, une photo aujourd'hui dans les caisses où on fait les plants. Voilà, on mélange les graines rouges et vertes et puis on sème comme ça au hasard et on plante euh, tout venant. Ça nous permet, quand on coupe, de ne pas avoir à mélanger. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, comment dire, voilà, je vous ai mis une photo de coupe de la salade qui repousse après. On coupe assez haut et ça repousse. Et suivant les périodes, suivant la climato, on va pouvoir couper deux fois, voire même des fois trois fois. Donc c'est assez intéressant en termes de rendement et en termes de mise en œuvre. Voilà un petit peu. Je vous ai mis un calendrier aussi pour les crucifères asiatiques et pour le cresson, la roquette et la blette. Et là, je m'aperçois qu'il y a un copier-coller qui n'a pas marché, mais qui sera rectifié, que le calendrier Cresson-Roquette-Blette ne doit pas être le même que celui des crucifères asiatiques. En général, on décale d'une semaine, voire 2 semaines, suivant les périodes en termes de pousse et de repousse, hein. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que entre sous serre, entre voilà, semaine 36 et semaine 42, on peut pousser beaucoup plus loin dans le sud et sur des zones proches de la mer, hein, mais globalement, on est sur ces typologies-là d'implantation et ça nous permet d'alterner les coupes sur voilà, une grosse partie de l'hiver et d'avoir voilà, un mélange de crucifères asiatiques, cresson, roquettes et éventuellement de jeunes pousses de bled si on en veut, sur tout l'hiver pour compléter la base et avoir un mesclin vraiment attractif. Donc là, je vous ai mis voilà, une photo de serre avec différentes typologies de jeunes pousses implantées qui vont être coupées tout le long de l'hiver. Voilà. Voilà un petit peu. Et donc pour terminer assez rapidement, donc l'oignon, donc je vais passer assez vite puisque le calendrier de pépinière, voilà, on l'a déjà évoqué et vous savez le lire maintenant. Le seul petit chose que je voudrais dire, c'est que, sur les variétés qui hivernent, c'est des variétés particulières qui ont été faites pour ça, qui est utilisées historiquement dans le bassin parisien. Donc quelques variétés, vous avez de Paris, vous avez Malakoff, vous avez Vaugirard aussi, qui sont voilà, des variétés spécifiques. Euh, et puis, les variétés que vous allez planter au printemps, elles, n'ont pas besoin d'être hivernantes. Voilà, on pourra choisir beaucoup plus d'autres variétés. Et plus on va sur des zones gélives, plus il y a une importance capitale à choisir ces variétés quand on plante en septembre-octobre. Et puis, l'intérêt de l'oignon ciboule, hein, qui vraiment est intéressant parce que ça permet d'avoir du vert très tôt, voire même voilà, sur des implantations de septembre, quand l'hiver, enfin, l'automne est doux, de l'avoir en décembre, janvier, voilà, une période où voilà, on peut avoir un produit assez intéressant et étonnant pour agrémenter nos étals ou nos paniers. Voilà un petit peu pour l'oignon. Donc, petit pois, juste quelques mots également qui sont, un, le choix variétal qui est important.
En serre, on va choisir du petit pois qui est du petit pois à ramer, hein, mais pas forcément besoin de choisir du petit pois qui va trop haut, hein. On s'est aperçu avec pas mal d'essais que les demi-rames, on utilise beaucoup dans l'ouest de la France, Merveille de Kelvedon, là-dessus, sur le petit pois, hein, qui est donné pour un nain, mais qui, sous serre, va faire 1,50 m et qui est très bien en termes de compromis, grosse gousse, donc facile à récolter et rendement au mètre carré. On arrive à faire, sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, là, de serre de petits pois, on fait 2 kilos au mètre carré de petits pois, hein, dans cette serre-là. Donc c'est tout à fait cohérent en termes de pertinence, voilà, économique et stratégique. Et donc on est sur quelque chose facile à récolter, pas trop exubérant. Ce qui fait la rentabilité du petit pois, hein, c'est la quantité au mètre carré, mais c'est surtout votre vitesse de récolte, hein. Voilà. Et sur les densités de semis ou de plantation, on est sur 12 graines au mètre linéaire. On a mis pas mal d'essais en place. On s'aperçoit qu'on n'a plus de gain de rendement au-delà de 12 graines au mètre linéaire. On met deux lignes sur la planche et un filet à ramer au milieu. Souvent, on met un filet à ramer tissu, hein, il en existe aujourd'hui, ce qui permet voilà, de le composter en fin de culture. C'est beaucoup plus simple. Voilà un petit peu pour le petit pois. Voilà. Et dernier point aussi, c'est qu'on fait des semis en octobre, mais si vous avez des serres où l'humidité est un problème, il vaut mieux faire du plan parce que le petit pois, si le contexte de germination est trop humide, a tendance à pourrir dans le sol. Donc, dans des contextes d'implantation compliqués, on fait plutôt du plan. Dans des contextes plus simples, on fait du semis direct. Voilà. Et puis le dernier point sur la fraise très plan, ça c'était pour ouvrir, voilà, sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est assez intéressant en termes de stratégie, hein, sur les fermes. Sur des plantations, voilà, de décembre, d'une fraise qui a déjà fait ses réserves en pépinière et qui va produire, voilà, en avril-mai, dans la serre l'année suivante, donc assez rapidement, et d'être très précoce. C'est la fraise la plus précoce qu'on pourra avoir. Alors, dans l'ouest, on va démarrer début avril. Dans le sud, 15 mars, on peut démarrer. Et puis dans l'est, on va démarrer 15 avril. On sera sur à peu près les mêmes périodes de plantation. Planter plus tard n'est pas forcément bon. Planter plus tôt non plus. Voilà un petit peu. Voilà, ça a une conduite spécifique, mais là aussi, on travaillera avec Roxane, euh, quelque chose de beaucoup plus complet sur la fraise dans les mois à venir pour vous le proposer. Et voilà, pour terminer en photo, donc on a notre pré-plan en haut, hein, qui est, voilà, une très grosse motte qui va être, voilà, plantée d'un plant qui a déjà fait ses réserves et qui est capable de produire très tôt l'année suivante. Et vous avez en culture, donc une culture de pré-plan, qui a été implantée avec un paillage et un apport organique qui est du miscanthus, hein, pour, voilà, gagner en luminosité, notamment dans la serre au printemps, ou un paillage plus classique en bas. Et puis pour terminer, sur une note, enfin voilà, d'implantation d'automne qui vont égayer au printemps nos étals, on a un étal, là, qui est un étal de fin avril avec de la carotte botte et de la fraise. Donc on est sur un étal, voilà, qui va être très attractif à une période où tout le monde a envie de nouveautés parce qu'on, voilà, on veut passer l'hiver et aller directement sur le printemps. Voilà un petit peu pour, voilà, ces notions d'implantation d'automne. Donc, j'ai à peu près respecté le timing. Pour conclure, on est sur, voilà, vous l'avez vu, des notions stratégiques qui vont au-delà de la gamme de fin d'année, hein. C'est aussi de la gamme de printemps de l'année suivante, mais qui nécessitent, voilà, de l'énergie et du temps de mise en œuvre en septembre-octobre, et qu'il est nécessaire de réfléchir plus globalement sur l'ensemble de votre stratégie, en fait. Il n'est pas absurde, des fois, de diminuer la pression des légumes d'été ou d'arracher, voilà, de faire plusieurs séries de légumes d'été pour pouvoir arracher certaines cultures de manière plus précoce, pour pouvoir développer une gamme cohérente de légumes d'automne qui permettra de mieux niveler le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette présentation qui était assez rapide, mais j'ai essayé de balayer, voilà, un ensemble de choses relativement importantes pour que, voilà, vous puissiez avoir vos analyses dans vos contextes spécifiques. Et je serais ravi de répondre à vos questions maintenant. Un grand merci, Charles, pour ta présentation. Donc, il y a eu quelques questions effectivement dans la discussion. Il y en a trois, quatre. Alors, je vais les reprendre du coup dans l'ordre. Il y avait une première question donc de Baptiste, alors, qui dit qu'il est un ancien élève du Gros Chêne lors de la période Covid. Waouh, Peut-être que ça te parle. Mais tout à voilà, fait. donc il disait donc Charles, si à un moment donné tu nous conseilles des dates d'implantation, peux-tu tenir compte du fait que nous ne sommes pas tous en Bretagne et il est en Picardie notamment. Voilà.
Oui, Merci. ben, je l'ai décrit, et Picardie, on va aller sur le planning de l'Est de la France que je vous ai donné, pour faire court. Donc, encore une fois, les plannings que j'ai donnés, c'est des plannings assez, entre guillemets, bateaux, hein, qui sont des plannings assez généraux par zone climatique. Et après, il faut vous rapprocher des structures de développement local qui vont avoir des notions plus pointues par petites zones climatiques, si vous voulez. Pour vous donner un exemple, entre la Bretagne de la côte et celle des terres, on a des décalages de maturité, des fois à même date de plantation, qui peuvent être de 3 semaines. On a des séries qu'on ne peut pas faire dans les terres et qu'on peut faire sur la côte. Donc on est vraiment, voilà, là j'ai donné des choses un peu classiques, un peu passe-partout suivant les zones. Après, ça permet de démarrer une analyse. Ensuite, pour l'affiner, il va falloir se rapprocher, voilà, des structures de développement de vos zones pour pouvoir voilà, vraiment avoir, ou voilà, de vos groupes de réflexion entre maraîchers et maraîchères, hein, ce qui est assez important pour pouvoir échanger entre vous et affiner vos plannings pour être le plus pointu possible. Merci. Alors, il y avait une autre question qui porte plutôt sur les tunnels nantais F1. Donc, voilà, qui dit donc quid des tunnels nantais F1 troués pour les légumes primeurs. Alors, pour ces tunnels Formule 1, hein, ils sont vraiment intéressants voilà, sur des légumes primeurs parce que ça permet de diminuer voilà, l'astreinte d'aération, hein. Et ils sont aussi intéressants pour ces légumes d'automne, hein, clairement. On peut voilà, faire ça, c'est ce qu'on voilà, c'est des plastiques pré-troués, hein, qui sont utilisés. C'est des choses complètement cohérentes, hein. Ça permet voilà, de gagner en climatologie. Alors, la différence avec le printemps, c'est qu'au printemps, on va chercher à réchauffer le sol et l'atmosphère autour de la culture. À l'automne, c'est pas forcément de réchauffer le sol, mais c'est de maintenir des températures cohérentes pour la croissance de la culture qu'on va chercher à faire. Donc, on n'est pas sur les mêmes objets, c'est-à-dire que au printemps, il est important de poser ce tunnel avant l'implantation pour réchauffer le sol. À l'automne, on pourra très bien implanter la culture, poser les arceaux et poser le plastique après quand les situations climatiques se tendent. Voilà, on va être sur des conduites qui peuvent être différentes, mais qui sont complètement cohérentes. Enfin, l'utilisation de ce type de tunnel-là est complètement cohérente. On ne cherchera pas à aller plus vite. Alors, on va pas l'appeler Formule 1, là, on cherchera à aller plus loin. Donc, je sais pas, voilà, il faut qu'on trouve un nom, mais on va réussir à le trouver. Merci. Et donc, il y avait aussi une question de Timothée qui demande quid du petit pois s'il risque de geler? Est-ce que tu as des astuces pour couvrir vu la hauteur? Alors, sur l'ensemble de l'hiver, où il est plutôt au stade végétatif, sur des implantations d'automne, hein, le P30 dessus va être suffisant. Et ensuite, c'est pour ça que moi, je recommande des implantations de petits pois qui sont pas, comment dire, trop exubérants. Parce que très souvent, le gros risque de gelée, il est à la floraison, au mois de mars, début avril, enfin, suivant les zones et suivant les séries. Et c'est là où ça peut être problématique. Et donc là, ce qu'on fait, je vais me permettre, si ça fonctionne, de revenir sur la photo. Donc, on va revoir le diapo en l'envers, que j'ai montré au démarrage, voilà, qui était là, autant pour moi. Donc là, on voit sur la photo en bas, donc on voit une implantation de petits pois. Et donc là, vous voyez que c'est des poteaux qui ont été mis tous les 5 mètres. On a tendu un filet à ramer de 1 mètre de haut, pas plus, en tissu. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au printemps, on a fait une tente avec les pétrantes par-dessus. Voilà. Ce qui ne peut pas être fait si notre filet est trop haut, il fait 2 mètres, il est au support de culture, où là, c'est plus compliqué à mettre en place. Là, on peut très bien faire une protection avec un P30. Donc, un P30, on va gagner 2 à 3 degrés par rapport à la température extérieure, hein, ce qui est intéressant. Il y a même une année dans cette zone-là où il a fait -6 en plein mois d'avril et où on avait mis 2 ou 3 P30, plusieurs couches, et le petit pois a été pas impacté du tout par ce gel. Ça a été parfait. Super. Et il y a encore une question donc, de Thomas qui demande est-ce que tu peux conseiller une implantation de betterave pour de la botte primeur? Alors, oui, c'est plus délicat, ça. Les implantations d'automne pour de la botte primeur sont compliquées, parce que la betterave a un zéro de croissance autour de 10 degrés. Donc autant vous dire que sur des implantations d'octobre-novembre, il n'y a pas beaucoup de zones où elle va avoir des plages de croissance suffisamment importantes. Et on s'aperçoit que on n'a jamais des choses très jolies dans l'ouest de la France,
enfin, dans les zones continentales encore pire, sur des implantations d'automne. Très souvent, ce qui marche le mieux, ce sont des implantations de printemps dans ces zones-là, à savoir autour du 15 février. Voilà. Par contre, sur les axes méditerranéens, où là, les hivers sont beaucoup plus cléments, on peut faire des implantations d'octobre pour arriver en primeur. C'est tout à fait faisable. Oui, tout dépend où on se situe. Mais voilà, sur la zone ouest que je connais le mieux, on a fait plein d'essais, hein, notamment sur la côte. Ça fonctionne, mais on n'a pas un joli produit. C'est-à-dire qu'on va arriver avec des implantations de février, on va arriver mi-avril, voire des implantations de janvier, hein, dans les zones peu gélives. On arrive, voilà, même des fois début avril. Si on implantait en octobre, on n'arriverait pas plus tôt avec des produits moins jolis. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Merci pour ces réponses. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions dans la discussion, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat de YouTube. Et du coup, j'en profite, Charles, j'ai une petite question. On était sur les légumes, donc tu as parlé rapidement de l'importance du choix variétal pour certaines Oui, cultures. On l'a pas forcément détaillé. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus? Notamment, voilà, il y avait les épinards, les petits pois, tu en as parlé rapidement, mais oui, oui, tu peux revenir. je peux essayer de, voilà, de détailler un petit peu ça. Alors, on va se replacer sur les cultures si vous le voulez bien. Alors, toujours délicat parce que les préconisations, elles se font par région, si vous voulez. Donc là, de faire des préconisations au niveau national, c'est pas simple du tout. En salade, je vais passer mon tour dans le sens où là, c'est vraiment lié voilà, aux spécificités régionales. Donc là, je vous invite à aller voir les différentes précos qui sont faits dans vos régions. Pour la région Grand Ouest, il y a un super outil qui s'appelle le guide variétal qui est publié par le réseau FRAB qui est, bon, enfin, voilà, qui est vraiment intéressant. Et je vous invite à consulter cet ouvrage-là. Dans d'autres zones, il y a des préconisations variétales qui sont faites, hein, régulièrement. Pour l'épinard, donc là, on est sur des choses voilà, qui sont peut-être un peu plus transversales, même si voilà, il y a des spécificités. Donc, je vais voilà, prendre mon pense-bête, mais voilà, sur l'automne, on a plusieurs variétés. Donc, sur l'automne, moi, j'aime bien, alors en hybride Nevada, qui est vraiment très, très bien, qui va faire l'automne voilà, sur ce créneau-là. Et on a Bandera aussi, qui est très bien. Donc là, on est sur deux hybrides, hein, qui sont voilà, résistants à pas mal de souches de Peronospora qui sont très très bien. Et voilà, on a sur ces créneaux-là, on a aussi donc géant d'hiver en population. Moi, celui que j'aime bien, c'est Matador aussi, qui va être un peu plus productif que le géant d'hiver sur ces créneaux-là. Voilà un petit peu sur les populations. Sur de la blette, bon, alors voilà, là, il y a pas mal de choses, hein, aujourd'hui qui existent. Euh, donc les variétés à grosse carde, hein, c'est des variétés assez traditionnelles, hein, qui vont être utilisées. Là, pas de souci. Je reprends mes notes, hein, de préconisation que je peux faire. Et donc sur les blanches, les vertes à carte blanche, donc il y a Bérac, hein, qui est la variété qui est la plus utilisée. Voilà, brillant de chez Sativa aussi, qui est vraiment intéressant, notamment sur une coupe tout l'hiver. Donc, ça, ce sont des populations, hein. Et voilà. J'aime bien Charlotte, moi, en quart de rouge aussi, qui est plutôt pas mal. Et puis ensuite, sur de la mini blette, il y a Barézé de chez Volz qui est vraiment bien. Voilà. Et Jessica aussi, qui est très correct. Voilà. Euh, Ensuite, en carotte, moi, je vous l'ai dit là, sur ce créneau-là, moi, Napoli est très bien. Et puis après, c'est la Nantaise améliorée 5, hein, que j'ai abordé si vous voulez utiliser de la population. Je l'avais dit tout à l'heure. Voilà. Coriandre, persil, on n'a pas de préconisation spécifique sur ces créneaux-là. Voilà, il y a pas mal de choses dispo voilà, dans les catalogues qui vont convenir tout à fait. Mâche, alors, suivant les périodes, on peut voilà, aller sur des choses un peu différentes. Je vais vous détailler un peu tout ça sur la mage. Hop là. Alors, hop, si j'y arrive, qui n'est pas gagné. Hop.
Euh, voilà, elle doit être là, la mâche. Ok, hop là. Décidément, je ne retrouve plus mes notes là-dessus. Là, la voici. Donc voilà, quelque chose qui peut aller sur l'ensemble de la saison, vous avez vite hein, qui est souvent proposé. Moi, j'aime voilà, celle que je préfère sur le créneau automne-hiver, c'est Trophy. Trophy qui voilà, va être la référence et qui va donner voilà, la meilleure constance sur de la mâche. Voilà, pour faire court. Voilà un petit peu. Bon, mesclun, alors je ne vais pas m'y attarder là parce que voilà, il nous faudrait quelques heures pour distinguer tout ça. Sur les oignons, on avait dit que c'était important, donc je vais vous voilà, donner un petit peu ça. Donc sur les oignons ciboule, moi, celui que je préfère, c'est Ichikura, qui est voilà, vraiment intéressant. Et puis ensuite, voilà, vous avez voilà, Parade qui est très bien aussi. Et sur les oignons blancs, ce qu'on a dit, c'est sur, voilà, voilà, les variétés hivernantes sont importantes. Donc, vous avez deux paris, Malakoff, de Vaugirard, hein, qui sont vraiment très bien là-dessus. Et après, sur les variétés en nouvelle année, vous avez voilà, Barletta, de Rebouillon, voilà, qui sont très très bien aussi. Voilà un petit peu pour les oignons blancs. Petit pois, donc j'ai cité Merveille de Kelvedon en demi-rame, hein, qui était intéressant parce que ça permettait d'avoir voilà, quelque chose de pas trop haut et facile à récolter. Euh, sur le petit pois mange-tout, qui lui est un peu plus exubérant, vous avez voilà, comment dire, Caroubi de Mosane qui est plutôt pas mal, voilà, qui peut être intéressant. Norly qui est aussi souvent fait là-dessus. Et puis après, il y a voilà, tout ce qui est pois croquant, donc qu'on n'a pas enfin, voilà, distingué ici, hein, qui est un pois, petit pois, mais où la cosse se mange aussi, hein, qui est de plus en plus, euh, qui est de plus en plus utilisé. Moi, j'aime bien Cascadia là-dessus. Voilà. Et puis après, pour les fraises très blancs, voilà, ce qui est beaucoup utilisé dans l'ouest de la France est une très bonne variété qui est Dream, voilà, qui est de plus en plus utilisée, qui est gustative, relativement précoce et qui voilà, donne des très bons résultats, pour faire court. Voilà, c'est très rapide, mais voilà, des éléments sur le choix variétal. Merci beaucoup, Charles. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de tout noter, que ça allait un petit peu vite, sachez que vous pourrez revisionner cette vidéo. Elle sera accessible ensuite voilà, sur la chaîne YouTube Vers de Terre Production. Donc, vous pourrez la re-regarder tranquillement pour pouvoir tout noter. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment dans la discussion. Alors, je propose de t'en poser une dernière peut-être, et puis peut-être que ça fera venir d'autres questions. Avec plaisir. Euh, Au niveau de la planification, on a vu séparément plusieurs cultures, on a vu voilà, un petit peu des tableaux. Comment se projeter là-dedans quand c'est notre première saison? Enfin, notamment cette question voilà, de l'année 1, qui est parfois compliquée quand on veut construire sa planification culturelle et quels arbitrages on peut essayer de faire dans ce contexte-là. Alors, ça, c'est une sacrée question, Roxane. Merci. Euh, même, en fait, sur la notion enfin, de première année, souvent, on démarre en première année la saison assez tard parce qu'il y a l'implantation de la ferme à mettre en place. Ce qui est important, c'est de ne pas tout miser sur l'été. Mais ce qui est aussi important, c'est de ne pas vouloir forcément tirer la saison trop longtemps, notamment sur janvier, février l'année suivante, qui peut poser problème pour plein de raisons, notamment d'infrastructures de stockage les premières années. Et souvent, moi, ce que je conseille, c'est voilà, de bien gérer cette notion de légumes-feuilles comment dire, d'octobre, novembre, décembre. Et là, pour octobre, d'implanter ces dernières séries dehors, avec pourquoi pas tunnel nantais, mais très souvent, elles passent sans là-dessus, des séries qu'on a vues là. Et puis, sur 15 septembre, 15 octobre, de laisser la place. Et là, c'est a priori, comme on l'a dit tout à l'heure, de dire, voilà, moi, j'aimerais bien avoir un peu de salade, un peu d'épinards, un peu de mesclun à ces périodes, voilà, octobre, novembre, décembre. Enfin, voilà. Et donc, ça nécessite souvent deux séries, hein, on l'a vu, 15 septembre, 15 octobre, pour faire court. Où est la place? Et si j'ai pas de place, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Et très souvent, et dire, bah voilà, je vais peut-être sacrifier, j'avais 5 planches de tomates, je vais peut-être en sacrifier deux pour pouvoir mettre ça en place. Mais si vous l'avez pas décidé avant, vous le ferez pas.
Et donc, du coup, c'est vraiment de l'anticiper avant dans votre planification, voilà, et de l'avoir mis en place voilà, avant. Et vous allez voir que vite, vous allez bien vendre ces produits-là et que ces séries-là, souvent, vont avoir tendance à augmenter. Voilà, pour faire court. Mais la première année, c'est de dire, voilà, il faut arbitrer a priori, parce que sinon, on ne le fait pas. Et que très souvent, voilà, la fatigue de la première année fait que. Et très souvent, moi, j'encourage à dire, voilà, on gère cette série jusqu'à voilà, fin décembre. Et après, sur ce qui est janvier, février, voilà, on va plutôt se concentrer sur les implantations pour avril-mai l'année suivante. Et c'est pas grave si à la première année, il y a un trou en janvier-février. Ça permet de se poser, ça permet de remettre en ordre la ferme pour pouvoir redémarrer plus vite au printemps voilà, avec une vraie pause. Qui est souvent nécessaire étant donné que la première année est souvent assez éprouvante. Eh bien, merci pour Voilà un cette petit peu. réponse. Je ne vois pas d'autres questions dans la discussion. Donc, si ça te convient, Charles, peut-être qu'on va s'arrêter là. Mais avec grand plaisir. J'espère Donc, que j'ai répondu voilà, à l'ensemble des questions. J'espère que c'était suffisamment concret et que ça a apporté suffisamment de réponses à tout le monde. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire des retours hein, là-dessus. Voilà, moi, je suis preneur pour voilà, qu'on améliore les sessions suivantes. un grand merci, Charles, pour ta présentation. Je te transmets quand même un petit commentaire qui est écrit dans la discussion, voilà, de Camille qui te remercie, qui dit que c'est toujours bien clair. Donc, voilà, je te le Merci. transmets. Merci Camille. Et donc, Et merci puis, à toutes et à tous. Pardon, Charles. belle fin d'été à vous et puis belles implantations d'automne. Merci à toutes et tous pour votre participation. Je me répète un petit peu, mais vous pouvez retrouver Charles du coup en formation cet automne-hiver si vous le souhaitez, dans le cadre de plusieurs formations. Je vous remets les liens du coup dans la discussion YouTube si jamais ça vous intéresse. Et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée à tous.